L'empreinte génétique, on en a déjà parlé dans un autre cours. Aujourd'hui, nous allons parler d'empreinte génétique des espèces humaines ancestrales. Espèces humaines ancestrales. Grâce à des techniques modernes, on peut connaître les génomes d'êtres humains disparus à partir de restes fossiles. Bon, c'est un secret pour personne. On peut les comparer au génome actuel et on peut reconstituer les principales étapes de l'histoire humaine. Donc du moins de l'histoire humaine récente. Alors, nous allons essayer de rechercher, d'exploiter des documents sur le génome des Néandertaliens et des Denisoviens, et exploiter des documents montrant l'existence d'allèles néandertaliens dans les génomes humains actuels, ce qui sous-entendrait qu'il y ait eu des hybridations. Alors évidemment, on se pose la question, est-ce que Néandertal et Homo, le genre Homo, font partie de la même espèce? Alors s'il y a eu des hybridations, on serait tenté de dire oui. Maintenant, les discussions sont encore l'ordre du jour dans certains clans scientifiques. Alors nous allons essayer de montrer que les génomes actuels, tout du moins, sont constitués par des espèces de mosaïques qui proviennent de Néandertaliens, Denisoviens. Nous allons essayer de préciser cela, et notamment donc des génomes archaïques. Archaïques dans le sens où certaines espèces ont disparu et seul le genre Homo sapiens en tout cas, est resté sur Terre. Bon, les autres, on se demande bien où ils sont partis. Bon, on a plein d'hypothèses, hein, on sait bien un petit peu ce qui se passe, mais bon. Alors, on peut noter, entre parenthèses, que des traces de génome archaïque propres au génome africain ont été retrouvées, même si l'espèce archaïque qui en est à l'origine est inconnue. Et le restera, puisque en Afrique, évidemment, les conditions ne sont pas idéales pour conserver les restes de fossiles. Alors, des découvertes récentes, notamment en Indonésie, permettent de penser que certaines espèces archaïques, tout autres, y étaient présentes et ont également contribué au génome actuel. Alors, on pense peut-être aux Denisoviens. Bon. Ces hybridations sont donc des événements fréquents, ou, enfin, relativement fréquents, on va peut-être pas dire fréquents, mais plus fréquents que ce que l'on pensait autrefois. Bon, des indices vont montrer que ces hybridations n'apportent pas que des avantages d'un point de vue génétique et que la sélection au cours des générations tend à réduire la part archaïque des génomes humains. Bon, tout cela fait encore l'objet d'études. On va essayer de situer des espèces fossiles et proposer de comparer des séquences pour reconstituer une parenté entre les espèces actuelles. Bon, une parenté peut être reconstituée, elle ne correspond pas aux conclusions forcément de ce que l'on entend dans le domaine des sciences, notamment quand on parle des Denisoviens comme groupe proche des Néandertaliens. Alors bon, vrai, pas vrai, hein, bon, à réfléchir. Il existe toutefois des conclusions qui vont permettre de raisonner sur la notion d'espèce. Évidemment, quand on compare Néandertaliens, Homo sapiens, Denisoviens, et on s'aperçoit qu'il y a eu des hybridations, bon, alors est-ce qu'il ne faut pas revoir la notion d'espèce, ou au contraire dire que dans certains cas, des êtres vivants qui ne font pas tout à fait partie de la même espèce peuvent quand même se reproduire et avoir des descendances viables. Bon. Des traces d'hybridation seront présentées et on pourra remarquer que sur un petit nombre de génomes de Denisoviens connus, l'un d'entre eux est celui d'un hybride. Alors, ce sera très étrange. D'autre part, les auteurs de cette découverte ont pu identifier des traces d'autres hybridations dans la partie maternelle de ce génome. Donc, ce qui va conforter le fait que l'hybridation a bien eu lieu. Bon.
on va essayer de comparer donc des séquences pour montrer que des génomes de ces groupes sont apparentés. Traces d'hybridation qui vont témoigner du fait que des groupes appartiennent par définition à la même espèce. Bon, à réfléchir évidemment. Les parentés génétiques sont toutefois beaucoup plus faibles que celles retrouvées entre les groupes d'humains modernes. Mais tout de même, hein, le passé étant ce qu'il est, il y a eu des flux migratoires à partir de l'Afrique et évidemment des rencontres se sont faites et des hybridations ont pu avoir lieu. Alors est-ce qu'on peut parler vraiment d'hybridation, hein, si les groupes d'humains se rencontrent et font relativement partie de la même espèce, on ne va peut-être pas parler d'hybridation, mais plutôt de relations logiques, comme s'il s'agissait d'humains, d'espèces pures en fait. Donc on va trouver en fait des fragments de génomes d'origine néandertalienne dans les génomes asiatiques et européens, de même que des fragments d'origine dénisovienne dans certaines populations asiatiques, et ce qui va montrer que des hybridations entre ces groupes et les humains modernes ont eu lieu également. Donc un hybride entre dénisovien et néandertalien est une autre preuve de ces hybridations. Donc on peut imaginer entre Homo sapiens, dénisovien, néandertalien, donc tout est possible. Tout était possible, parce que les néandertaliens et dénisoviens n'existent plus. On verra sur l'étude d'un gène particulier, donc que l'on va comparer sur un gène par exemple. Donc il s'agit du gène EPAS1, et on va voir qu'il va porter 5 mutations qui seront communes entre l'allèle retrouvé chez les individus tibétains et l'allèle connu chez les dénisoviens. Donc on en reparlera un petit peu plus tard, un petit peu plus en détail tout à l'heure. Bon, probabilité que cette identité soit due au hasard est évidemment très faible, hein, donc ça veut dire que l'hybridation a bien eu lieu, hein, d'autant que l'allèle est très conservé dans les populations d'humains modernes. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des relations. L'explication la plus plausible est celle évidemment d'une hybridation à la suite de laquelle l'allèle a été conservé dans les populations exposées aux contraintes de l'altitude, ce que nous verrons dans l'article tout à l'heure. Bon. Alors essayons d'y voir un petit peu plus clair l'empreinte génétique des espèces humaines ancestrales. L'histoire de l'homme actuel, donc l'homme actuel c'est Homo sapiens, s'inscrit dans celle plus large du genre Homo, H-O-M-O. Au cours de l'évolution, plusieurs espèces humaines ont coexisté. Les humains à anatomie moderne sont apparus il y a environ 200 000 ans. Ils ont côtoyé d'autres humains, tels que les néandertaliens en Europe et en Asie, et puis on parlera également des dénisoviens. Alors on peut se poser la question, donc quand on parle d'empreinte génétique, quelle empreinte génétique les différentes espèces humaines ancestrales ont-elles pu laisser dans le patrimoine génétique actuel? Ça veut dire que si par exemple on considère les néandertaliens, les dénisoviens, Homo sapiens, on se dit s'il y a eu des hybridations, il doit bien rester des allèles. Bon, on n'est pas tout à fait néandertalien, on n'est pas tout à fait dénisovien, on n'est pas tout à fait Homo sapiens, mais on a un grand pourcentage de gènes propres à Homo sapiens. Bon. Attends, on a des brides d'informations au niveau des allèles correspondant aux deux autres espèces, on va dire espèces humaines. Bon. Le genre humain, donc, dans le genre humain, en tout cas, il y a eu une évolution, évidemment, et l'évolution n'a pas été simple, elle a été, on va dire, buissonnante. Les premiers humains ont été retrouvés en dehors de l'Afrique. Enfin, les premiers humains qui ont été retrouvés en dehors de l'Afrique, ils appartiennent à l'espèce que l'on appelle Homo erectus. Géorgie, 1800 millions d'années. Puis ailleurs en Asie et en Europe. Donc Homo erectus. Là aujourd'hui on parle d'Homo sapiens. Alors vous voyez que Homo erectus et Homo sapiens c'est pas la même chose. Mais on parle, pour Homo, on parle
de l'espèce humaine, du genre humain en tout cas. Donc du genre humain, donc Homo erectus. Les hommes de Néandertal, donc Homo neanderthalensis, sont eux beaucoup plus récents, enfin relativement plus récents, hein, bon, ça dépend de l'échelle du temps. Ils sont connus par des fossiles qui ont été retrouvés en Europe et en Asie, et le plus ancien a été daté de moins 430 000 ans, donc ça fait très longtemps que les Néandertaliens, ça faisait très longtemps que les Néandertaliens existaient. Et le plus récent de ces fossiles a été découvert il y a à peu près 30 000 ans, sachant que Néandertal a disparu il y a environ 28 000 ans, bon, à peu près. Leur crâne est caractérisé par un volume plus important, un front qui est relativement fuyant. Fait marquant également, c'est celui des bourrelets susorbitaires qui sont assez saillants. Et puis, petite subtilité, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas de menton. Donc, si on regarde le menton, ça fait un petit creux et puis ça fait une petite bosse, donc c'est le menton. Eh bien, chez les Néandertaliens, c'est droit. Bon, donc c'est un des critères pour reconnaître un crâne, par exemple, de Néandertalien. Alors, évidemment, Sapiens, Néandertal ont vécu quelquefois dans les mêmes régions. Si on parle de l'Europe, même de la France, eh bien on estime qu'ils ont cohabité environ pendant 10 000 ans. Donc, 10 000 ans. Donc ça veut dire que Homo sapiens, eux, sont arrivés, enfin, c'est pas que ça veut dire, mais Homo sapiens sont arrivés, donc l'espèce Homo sapiens, le genre puis l'espèce Homo sapiens, est arrivé plus tard que Néandertal. Donc en théorie, on devrait avoir, en Europe, admettons, et puis ailleurs, on devrait avoir des Néandertaliens encore aujourd'hui. Et pourtant, ils ont disparu. Bon. Pourquoi, comment, c'est pas l'objet de l'étude aujourd'hui. En 2008, on a retrouvé une phalange et des dents humaines qui dataient de 30 000 ans. Alors moins 30 000 ans, dans la grotte de Denisova en Sibérie. Ces dents ont montré une morphologie différente de celle de Néandertal et d'Homo sapiens. Voilà, donc c'était ni à Néandertal ni à Homo sapiens. L'analyse de l'ADN a pu être faite et on s'est aperçu qu'il s'agissait d'une espèce donc on a donné le nom de Denisovien. Alors on peut s'amuser évidemment avec le logiciel Phylogène à faire des arbres de parenté. La longueur des branches, il faut savoir que, juste un petit rappel, que la longueur des branches est proportionnelle au nombre de différences entre les séquences d'ADN. Si on prend par exemple, donc on peut afficher des séquences d'ADN mitochondriales qui proviennent d'humains actuels et de fossiles néandertaliens et dénisoviens. Donc on peut afficher des séquences. Il faut établir des matrices qui vont présenter le nombre de différences relevées et puis construire évidemment l'arbre de parenté à partir des valeurs qui sont connues à partir des informations précédentes. Donc je disais que sur l'arbre de parenté, la longueur de chaque branche est proportionnelle au nombre de différences entre les séquences d'ADN, donc ce qui sous-entend qu'il y a eu évidemment des mutations. Le chimpanzé, par exemple, pan troglodyte, peut servir de référence. Donc, sur l'arbre de parenté qui établit par comparaison d'ADN mitochondrial provenant d'humains actuels et fossiles, donc il peut servir de référence. Et la divergence entre le genre humain et les chimpanzés est estimée, elle, à 6 millions d'années. Donc il faut voir qu'il y avait un ancêtre commun, en fait, et l'homme, par exemple, de Kostenki est un fossile trouvé en Russie qui a été trouvé il y a à peu près 37 000 ans. Donc on le retrouve dans Homo sapiens, donc 37 000 ans en Russie. Donc ça sous-entend que les Homo sapiens sont arrivés, donc en partant d'Afrique, ils sont bien arrivés quelque part
en Russie, donc ils sont bien sortis d'Afrique. Donc si on regarde, donc on voit au niveau de l'arbre de parenté, donc une liste d'Homo sapiens, et on voit une liste d'Homo néandertalensis, de Denisoviens, et on voit ce fameux chimpanzé donc, qui sert de référence. Donc à partir d'un ancêtre commun, donc il y a eu donc, à pan troglodyte et au genre Homo, donc il y a eu un ancêtre commun, et puis pour X raisons, il y a eu une séparation entre les deux, donc Homo et pan troglodyte. Cette séparation s'est manifestée par deux choses, peut-être deux mutations, ce qui a permis de séparer à nouveau ce groupe, donc cette population, en deux. D'une part les Denisoviens et d'autre part ceux pour lesquels il y aura à nouveau des mutations. Et donc c'était Homo, donc le genre Homo, donc genre et espèce Homo sapiens d'une part et Homo néandertalensis d'autre part. Alors par exemple dans les Homo sapiens on prend le cas des Allemands, Géorgiens, Italiens, Kostenki, français et anglais. Et puis du côté néandertalien on a Vin Dija, Feldhofer, Néandertal, Croatie et El Cidron. Bon. Donc on a 4 populations néandertales et on a pris l'exemple de 6 populations Homo sapiens. Bon voilà, donc on voit bien qu'il y a eu une séparation et que bon, est-ce que cette séparation, donc due à ces mutations, font dire que ce que l'on a représenté en rose Homo sapiens et puis en vert Homo néandertalensis, est-ce que ça veut dire que ce ne sont pas du tout les mêmes espèces? On peut se poser la question avec Denisova aussi, et alors pas en troglodyte, non évidemment, puisqu'il y a une séparation entre Homo, donc les Homos, dont Sapiens néandertalensis, et puis Denisoviens, bon, qui sont un petit peu mystérieux.